aujourd'hui on est toujours plus en chantier, c'est-à-dire qu'on voit à quel point il est littéral et peut-être que je casse pas des briques, mais en tout cas, je les brique. Ça nous amène à une lecture sans aucune transition, mais qui va permettre de voir comment rien ne change pour que tout change, et ça va être quelque peu acrobatique. Le livre que je vais évoquer aujourd'hui a été évoqué à pas mal de reprises, enfin il est passé beaucoup dans mes réseaux sociaux, d'abord parce que j'ai en contact Facebook son autrice, que je ne connais personnellement pas, nous n'avons jamais interagi, je peux dire en tout cas qu'elle dégage une grande sympathie, et j'ai pu voir ce livre conseillé, alors là je ne sais même plus par qui précisément, dans des listes de prix, je ne sais pas lesquels finalement il a pu décrocher. En tout cas, ça avait l'air d'un premier roman particulièrement atypique et qui m'a fait envie. Et d'ailleurs, quand je me le suis procuré chez Majo, les libraires m'ont dit « Tu te prépares de belles lectures », mais j'ai pas pris que ça. J'avais posté ça. Je veux parler de Mélusine Reloaded, je suis sûre que je le prononce à peu près aussi mal que d'habitude, de Laure Gauthier. On est chez Corti, c'est un livre de cette année, enfin de cette année dernière, à savoir de 24, on vérifie ça à avril 24. Et alors déjà, je suis assez impressionnée par le fait de chroniquer du Corti, ça m'arrive quand même assez rarement. Alors que c'est une très belle maison d'édition, en tout cas, le réflexe d'aller voir ce qui se passe chez Corti, je ne l'ai jamais eu. Mais enfin, bravo, voilà. On est sur une belle édition, un beau papier, un livre pas très long, ce qui m'a arrangé pour une semaine très chargée, mais avec une très bonne densité, et ça c'est quelque chose que j'évoquais hier en papotant un petit peu sur Instagram avec Faiza Zerouala, qui est chroniqueuse littéraire à Mediapart, et puis on sympathise gentiment. Finalement, par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé dans Matrix de Lauren Groff et dans... Comme me disait, ah ouais, mais si t'aimes le Moyen-Âge, tu aimes Matrix. Je disais, ben moi, c'est pas le Moyen-Âge qui m'a plu. C'est comme dans Lavinia, c'est une espèce de densité temporelle. Et d'une certaine manière, je disais, j'espère que l'intro va pas sauter parce qu'il y a eu un petit problème de jus. Tout change pour que rien ne change. On va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Mais on a quelque chose lors d'une densité temporelle pas la même que dans Lavinia ou dans Matrix. C'est-à-dire qu'on va pas avoir tous les temps en même temps avec cette espèce de sensation que j'ai eu à la lecture d'un temps extrêmement dense et complexe et approfondi que j'ai eu en lisant Matrix ou Lavinia, c'est-à-dire que tous les temps se superposaient en ajoutant comme ça des couches de signification et qui donnaient l'impression d'une grande densité, non seulement temporelle mais aussi signifiante. C'est autre chose, non pas que ça manque de sens, hein, mais qui se joue ici et voilà, qui passe par en fait le fait que c'est un récit futuriste, écoféministe en quelque sorte, très éloigné de ce qu'on peut imaginer d'écoféministe en termes souvent de contes ou de choses comme ça, et en même temps complètement parce qu'en fait c'est une réécriture, le titre l'indique très bien, de Mélusine, mais enfin c'est une réécriture qui ne va pas être contemporaine, ce que sont souvent les réécritures, mais qui va être futuriste et d'un futurisme quand même pas toujours très engageant, quelque peu dystopique, aussi assez souvent marrant. Voilà, en tout cas, c'est-à-dire dans Lavinia, il y a vraiment cette impression aussi mystique, en fait, quasi religieuse, que ce n'est pas un reproche, hein, mais c'est une façon de spécifier un peu les textes. Bon. Mélusine, c'est un mythe que moi je connais pas énormément. Honnêtement, il y a même un moment où j'ai un peu décroché, et en fait j'ai été lire le Wikipédia de Mélusine parce que clairement il me manquait des étapes de reconnaissance, voilà, très simplement. Je pense qu'on peut le lire sans ça, mais là ça m'a manqué, mais enfin bon, je pense qu'on le voit à ma gueule et à l'état de mon appartement, je suis épuisée en fait, donc le décrochage va plus vite. Là je suis en phase de bouclage de candidature, donc, donc je lis pas beaucoup en fait. Et quand je lis, je m'endors. C'est ce genre de moment. Enfin bon, vaille que vaille, ça tient, à peu près, ça s'accroche en tout cas. Et voilà, la candidature sera vraiment bouclée vendredi prochain. Donc je vais voir
je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine en termes de vidéos, mais c'est sûr que ça joue énormément sur mes lectures, que des moments comme ça, des pics de travail à 14 heures par jour, et puis surtout avec des concentrations extrêmes, forcément qu'au moment où je passe en lecture plaisir, là on n'est pas sur une lecture, on va dire, professionnelle, ou en tout cas elle peut être professionnellement exploratoire, mais elle n'a pas, quand je lis le livre, là je me dis pas, tiens je vais écrire un article, enfin il se passe autre chose, quoi. Et voilà, le plaisir, quand on a peu de temps, c'est quand même un peu ce qui saute. Hein. Et voilà, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a pas mal plu. Enfin, il y a eu ce décrochage à un moment, c'est-à-dire que j'ai adoré le début. Et à un moment, j'ai décroché, je pense que c'était vraiment lié à mon état de fatigue. Je suis revenue un peu en arrière, puis bon, là, clairement, je manquais aussi de culture. Et je suis revenue dans le bouquin. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à conseiller, si vous lisez le livre, à quand même lire au moins le Wikipédia ou une version de Mélusine, mais au moins le Wikipédia qui va résumer les grandes étapes, parce que en fait, je le connaissais, mais vraiment, je l'avais plus du tout en tête, quoi. Et donc ça a marché pas trop à ce niveau-là, parce que voilà, il y a un truc qui me questionne beaucoup sur quelle lecture on peut avoir des textes qui sont des réécritures. J'avais adoré les aventures de Sheena Iron, qui est quelque part dans une autre bibliothèque emballée, puisque, écoutez, pour une fois que j'emballe, ce sont mes bibliothèques. Mais Sheena Iron, voilà, c'était un spin-off d'une grande épopée argentine. Bon, moi, j'y connais rien en littérature argentine, et c'était très très bien passé, mais c'est clair que je suis complètement passée à côté d'une grande partie de la lecture, quoi. Est-ce que c'est grave ou pas? Je sais pas. Là, ce qui s'est passé, c'est que je savais que Mélusine, j'étais censée le savoir, je reconnaissais les moments où j'étais censée savoir, et puis là, voilà, là ça a coïncidé aussi avec ce décrochage. Bon. Après, voilà, je veux dire, c'est un conseil qu'on n'est pas obligé de suivre, hein, voilà, de lire au moins Wikipédia quelque part, avant de lire le livre. Je pense qu'on peut s'en passer. Moi, ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu que je me réactive, que je me reconnecte, que je me reloaded. Et donc, c'est une réécriture de Mélusine qui est futurisme. Alors, vraiment pas du futurisme optimiste, plutôt un genre de futurisme apo ou post-apo, avec plein d'étapes comme ça dans ce futurisme qui fonctionne pas bien, non pas d'un point de vue littéraire ou en termes romanesques, mais qui fonctionne pas très bien pour ses habitants. C'est-à-dire, c'est pas dingue comme période, et avec toute cette étrangeté que Mélusine, on est vraiment dans une littérature celtique païenne et très ancrée. Potentiellement, donc chez une figure, c'est un avatar de sorcière, quand même globalement ancré dans la nature, et là on est quand même dans un monde où il n'y a pas trop de nature. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Et en fait, l'étrangeté du monde qui est déployée par Laure Gauthier est assez réjouissante. On va lire le début, comme ça, on va un peu mieux comprendre ce que je veux dire par ces réjouissances qui se mettent en place. Tac. Mais ça m'a vraiment pas mal plu. Alors, voilà, là, on peut déjà noter sur la page titre qu'il n'y a pas de majuscule à Mélusine, par exemple. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça montre vraiment qu'on est de l'ordre d'une figure, d'un archétype, et non pas d'une personne singulière ou d'un nom propre. Bon, ça peut aussi avoir des espèces d'implications sur le titre. En tout cas, on n'est pas sur un titre qui serait un peu en souffle mystique, quoi, mais vraiment sur quelque chose qui acte, qui affiche, qui programme sa propre modernité, son actualisation ou son futurisme par l'anglicisme qui est, on va dire, informatisant, quoi, en gros, et qui en plus, moi, me met des obstacles à la prononciation, mais ça, c'est juste pour que ce soit un peu plus drôle pour tout le monde. Hein. Là, en fait, il y a plein de passages qui vont être rayés. On est sur l'épigraphe mise en exergue. Prophète David, poétesse dit, ta justice, tes vers et tes punitions revers, Dieu vit, son abîme sans rive ni fond, et il manque de sagesse celui qui s'imagine les comprendre avec son intelligence. Autant dire que là on a tout un programme, Jean d'Arras, Mélusine, intention de l'auteur Riss. Et donc ça fait auteurice, autrice, etc. Je pense qu'on a déjà quand même des choses à dire de cette épigraphe qui vont être, on va dire déjà dans le propos, pour le dire assez simplement parce qu'on est sur une première strate de sens en fait, ce qui semble le plus évident. On a un appel à une allégorie qui ne serait pas, donc à une lecture allégorique, à un genre de décryptage, mais qui ne ferait pas appel à une rationalité, à un sens.
de l'intelligibilité de l'intellect, de la rationalisation ou du logos. Ce qui donc ouvre la possibilité de lectures allégoriques, on va dire sensorielles, sensibles, esthétisantes. Voilà, on peut compléter la suite. On notera aussi que là, on a quelque chose qui est assez ancien, par l'écriture de Jean d'Arras, complètement dans la matière de Mélusine, mais qui en même temps est repris, et par cette reprise, déplacé. Et donc le déplacement, il est affiché par l'effet de rature et de réécriture, qui n'est pas un effacement, qui est un remplacement visible, et qui va montrer ainsi les déplacements. Et donc en fait l'ensemble du texte est complètement annoncé par cet effet premier, qui est d'annoncer le déplacement. D'annoncer le déplacement opéré au sein même d'une matière qui est à la fois reprise et déplacée, et qui va passer du prophète David à la poétesse. Donc, on peut supposer Laure Gautier, ou la voix énonciative mise en scène par Laure Gautier. Ta justice, boum, tes vers, tes punitions, boum, tes revers. Donc là, on va avoir toute une réécriture annoncée, on va dire d'un point de vue thématique, au niveau de la diégèse, comme à la fois donc rématique, tes vers, ta poétesse, enfin la poétesse, et finalement qui ne fait pas appel au même sens de la justice opérée par une transcendance quand on passe de punition à revers. C'est-à-dire qu'on va passer de quelque chose qui est ciblé à un revers, c'est-à-dire finalement un malheur, mais qui n'est pas forcément de l'ordre du châtiment. Et donc, tout ce qui va être de l'ordre d'une transcendance et d'une potentielle rédemption, etc., d'un rachat, évacué. Et son abîme sans rive, alors Dieu, tiré vie, hyper intéressant. Et ça nous amène vraiment dans une lecture écoféministe, mais qui n'est pas du tout l'écoféminisme que l'on aurait pu attendre. C'est-à-dire que là, on est dans un écoféminisme qui ne va pas du tout faire de cette vie une transcendance vitaliste, dont moi je me méfie profondément, et qui me semble un des grands revers, un des grands écueils possibles, pas nécessaire, des écritures écoféministes. Et là, en fait, finalement, le passage de Dieu à vie montre bien quelque chose, alors qui peut, malgré tout, ouvrir la porte à ce vitalisme. Le vitalisme, ça va être, en quelque sorte, le fait de penser que la vie est un principe en soi transcendant. Mais voilà, on a une espèce d'adresse qui, finalement, devient plus terrestre et immanente. Notamment par le fait qu'il n'y ait pas de majuscule à vie, comme il n'y en avait pas à Mélusine dans le titre. Sans rive ni fond, boum, alors là ça c'est quelque chose qui manque de bord, non pas comme un petit rien bordé de jaune, puisque justement il n'y a ni bord ni couleur, mais qui va en fait dire quelque chose en absolu qui n'est pas une transcendance, mais qui est une indistinction, par l'absence de contours. Et rive et fond, on est sur des contours vraiment horizontaux et en profondeur, mais il n'y a pas de transcendance parce qu'il n'y a pas de hauteur ou de verticalité là-dedans. Ou de verticalité haute, si on veut considérer la profondeur comme une verticalité basse. Et il manque de sagesse, celui qui s'imagine les comprendre avec son intelligence, et donc là on voit que finalement, ce qui va compter, ce ne sont pas seulement les circonstances, qui font quand même l'objet d'un jeu de déplacement, etc., de la situation énonciative romanesque, en fait, ici, donc le fait de passer d'un prophète à une poétesse, etc., mais que l'appel à des genres d'allégories, on va dire peut-être plus sensibles, en tout cas, dont la portée signifiante sera placée ailleurs que dans l'intelligible. Et donc avec ici intention de l'auteur, autrice, la réérature, est-ce qu'elle amène du féminin ou du non-binaire ? La chose est à mon avis indiscernable, et c'est aussi ce qui la rend intéressante. Et elle va créer dans la correction une espèce de modernité, justement. Et là, en fait, on est quand même très très proche des remotivations. Enfin, on est complètement dans les remotivations constamment du féminisme et des phénomènes de réécriture qu'opère le féminisme dans les vieux mythes, pour montrer que ce féminisme, en fait, c'est une manière, c'est un genre de discours d'histoire, de démontrer par l'argument historique que le féminisme a toujours pu être là, il s'agit de l'interpréter. Par exemple, un féminisme musulman, là j'ai commencé à lire sur les féminismes égyptiens du début du XXe ou du XIXe, c'est absolument passionnant. Il y a déjà des exégèses de l'islam, notamment par des féministes égyptiennes, parfois franco-égyptiennes, dès le XIXe siècle, pour expliquer qu'il peut y avoir des lectures féministes de l'islam. Et ça, c'est comme il y en a, évidemment, comme il y a une théologie chrétienne, féministe, etc. Mais en plus, c'est très ancien. Mais voilà, qui vont montrer, en fait, que l'interprétation peut déplacer les choses. Et l'interprétation, elle va aussi ici jouer par cette réécriture, voilà, en montrant
autre chose dans la réécriture, en délivrant un potentiel, pas seulement féministe, mais aussi, on va dire, je sais pas moi, futuristico, apocalyptico, futuriste, éco, potentiellement féministe, du conte de Mélusine, placé dans de toutes autres circonstances, et disant peut-être autre chose qu'eux, ou là, tout à fait la même chose, mais que l'on n'avait pas vu. C'est tout l'avantage du déplacement. Les lettres mortes. Ça, c'est le début, avec un petit titre en gras, tout en minuscule. Dans une rue très fréquentée, une femme entre deux âges observait les passants, qui se photographiaient à outrance. Très lente, manifestement sans force, elle semblait transparente. Dans cette rue passante qu'elle tentait péniblement de traverser, tout le monde se photographiait. Elle observait un couple qui souriait. Devant la vitrine d'une librairie, et l'un des deux, était-ce une femme, semblait aimer le reflet de l'autre dans le miroitement de la vitre. La joie se lisait sur leur visage, une joie que les habitants de la capitale n'éprouvaient plus depuis longtemps, mais qu'ils observaient sur les lèvres des touristes traversant, entre parenthèses, tété. Les librairies étaient très convoitées, c'était un fond de selfie répertorié et particulièrement apprécié. Depuis des années déjà, les libraires de la ville ne vivaient que des subventions allouées par le conseil municipal augmenté, entre parenthèses CMA, qui avait à cœur que de telles vitrines subsistent dans le centre. Les librairies traversaient ainsi les siècles, même si plus personne ne lisait. Le comité de soutien aux vitrines françaises, CSVF, contribuait à l'achat des nouveaux volumes à exposer en vitrine ou à mettre en rayonnage si d'aventure quelqu'un entrait pour les feuilleter ou les filmer. Il subventionnait également le pilonnage des exemplaires passés de mode, tandis que 10 poètes français étaient sélectionnés chaque année pour imaginer des titres agréables à survoler, et 10 plasticiens payés pour élaborer des couvertures aisées à photographier. Les poètes triés sur le volet percevaient une prime pour concevoir des contenus insolites. Ils gagnaient suffisamment d'argent pour se nourrir et continuer d'écrire de la poésie pour eux-mêmes et parfois leur famille. Les autres poètes vivaient dans les faubourgs pauvres, dans l'espoir d'être recrutés. On déplorait d'année en année l'augmentation du nombre de suicides parmi eux. Car non seulement le CSVF n'en choisissait que 10 par an, mais il avait coutume de renouveler certains auteurs dans leurs fonctions. Le vivier s'amenuisait. Et des rivalités agitaient les chantres de l'originalité de la surface, domaine jalousement gardé. La ville ne vivait que de l'image qu'elle donnait d'elle-même. Hormis le tourisme, toute l'industrie avait périclité. Seules les personnes vivant dans le centre-ville étaient autorisées à la conception et à la diffusion du maintien de l'image de la ville, afin qu'elle demeure le fond de selfie préféré des tétés et la première destination traversante mondiale. La femme continuait péniblement d'avancer, comme elle était la seule qui ne se photographiait ni ne regardait son reflet dans les vitrines des magasins subventionnés. Les gens se retournaient sur son passage, se demandaient si elle était une touriste traversante. À son sourire, ils devinaient qu'elle n'habitait pas la ville. Si la population de l'hypercentre, HC, arborait parfois des sourires de façade, les habitants des faubourgs ne le faisaient jamais à cause de l'état déplorable de leurs dents. Comme peu de gens exerçaient un travail rémunéré, il n'y avait guère que les membres du comité du maintien de l'image de la ville, le CMIV, qui pouvaient s'offrir le luxe de consulter un dentiste, et donc de sourire. On ne tolérait pas de dentition délabrée sur les selfies des tétés. L'amende encourue était exorbitante. La population ne souriant plus, il était devenu inutile de réparer les bouches, hormis pour les personnes qui avaient pour fonction de sourire comme autrefois, SCA, ce qui constituait un fond d'écran prisé. On peut rester là. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce monde, en fait, où on a l'apparition d'une femme qui va être un mystère et dont l'apparition romanesque est en même temps une apparition thématique, c'est-à-dire au sein de la ville, et cette femme, à ce moment-là, n'a pas de passé, etc., ce qui va quand même permettre de la décrire et de décrire l'effet qu'elle produit dans la ville. Et cet effet produit, il est expliqué par tous ces éléments de contextualisation futuriste situés dans un ailleurs, qui va amener des signes de reconnaissance. On peut supposer que cette ville absolument touristique est quelque chose de l'ordre de Paris,
et qui cible en tout cas la muséification de Paris / autre ville, est-ce que ça a un intérêt de trouver les clés? En tout cas, ce qu'on peut retrouver comme signe de connivence, bon, c'est cette outrance, cette exagération d'un mode de vie fondé sur la spectacularisation, la superficialité et la mise en scène de soi, par exemple par la mise en scène des selfies dans les vitrines. Les lettres mortes de l'intertitre s'expliquent ainsi par la fin de la littérature, puisque à ce moment-là du texte, comme d'ailleurs du reste du texte, est déjà annoncée la dimension bibliotière, décorative de la littérature, écrite pour ses couvertures et absolument perfusée d'argent public. Ce qui amène donc à une espèce de description sociale, satirique de la dimension littéraire de cette ville. Et donc, l'apparition féminine se décrit ainsi ou passe par la représentation de l'étonnement qui est aussi celui des sourires, etc. Donc on a une dimension à la fois proche et lointaine, parce qu'on peut reconnaître des éléments d'une certaine contemporanéité, par exemple de la postmodernité, et de la mise en scène de soi, du livre. Enfin, moi, je veux dire, je suis assez fascinée par la mise en scène des bouquins sur les photos, je sais pas moi, de petits déjeuners, de livres tenus dans des mains vernis ou des choses comme ça. Mise en scène souvent féminine, pas uniquement. Moi, que je fais très mal, mais que je fais un peu. Mais il y a quelque chose, voilà, de comment tu fais ton post parlant de littérature sur Instagram quand Instagram est un réseau d'images. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Mais ça modèle des représentations et ça influe en tout cas sur l'idée d'une littérature spectacle. Et qui va donc jusqu'au sourire rendu impossible, parce que finalement, la spectacularisation a des effets sociaux avec des exclus et des subventionnés, en quelque sorte. Et des clients, les touristes, les fameux touristes traversants. Et donc dans ce monde finalement bien huilé, restent quelques personnalités qui finalement n'ont pas de rôle, donc voilà, qui c'est celle-là, quoi. Bon. Cette espèce de figure comme ça, qui a là, c'est aussi un texte auquel je pense beaucoup en ce moment, je pense relire bientôt, peut-être quelques accointances aussi avec la sorcière de Michelet, va aussi traverser le texte de manière très différente, et en fait, je ne sais pas si je vais reprendre des passages ou pas, mais la Mélusine de Laure Gautier me semble particulièrement intéressante en ce qu'elle réécrit le mythe ou de grands événements de Mélusine dans un monde dans lequel la réécriture de ces mythes est à la fois attendue, puisque par exemple ils sont annoncés par son nom, et les noms des autres personnages du mythe, son mari, etc., mais complètement décalé par le déplacement temporel. Le déplacement dans une autre époque, et ça, en fait, c'est vraiment pas une chose qui est anodine. Voilà, c'est pas du tout anodin que d'avoir ce déplacement-là dans le texte qui va avec, en fait, un déplacement remotivant le personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très marquant. Bon, dans la scène, on va spoiler, mais enfin, c'est Mélusine. Alors, c'est un texte qui est très intéressant et très réjouissant sur toute la lecture futuriste qu'il va proposer, et qui elle-même est dystopique, mais qui est assez drôle. Alors, on voit avec les effets, alors il faut quand même le commenter, de mise en capitale, les jeux sur les sigles, qui vont vraiment du côté d'une truculence de la langue, et qui en même temps montre quelque chose qui est déraille, qui est en fait un genre de ressurgissance du mythe dans une modernité qui pourtant s'est défaite de sa littérature et de ses sens en quelque sorte. Et finalement, ce que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est Mélusine, pour rappel, c'est
une créature, mi-femme, mi-serpent, un jour par semaine, et se marie avec un humain, Raymondin, et qui lui interdit de la voir les samedis, et qui en fait se réfugie pour se retransformer en guivre ou en serpente. Et en fait, le secret de Mélusine va être complètement transformé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est préparé par l'ensemble du texte, mais qui m'a énormément plu sur la fin du roman. Bah, donc on y va. Alors c'est pas du tout la seule chose qui est abordée dans le texte, mais ou représentée, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui est finalement plutôt final, qui est finalement ce que devient l'espace du secret, qui va être transgressé, qui ne va pas être respecté entre l'épouse et son mari, et dans un couple qui est aimant et amoureux. Par exemple. Donc là, on parle de Raymondin. Ce point de confiance tenait leur couple et la contrée qu'ils administraient. Je suis page 89. Parfois, Raymondin commençait à imaginer ce que pouvait bien dissimuler Mélusine pour revenir ainsi ravi de ses samedis ou de ses mardis. Parfois, son esprit cuisé de scénarii brûle et attirant des pensées affreuses comme une lampe magnétise des moustiques un soir d'été. Dès qu'il était en proie au doute, sa vie se fissurait et tout l'indifférait, même le sort des citoyens d'Angers. Alors il repoussait et vivait avec ce trou dans sa semaine, cette opacité dans le mur de la chambre qu'il respectait. Cette fenêtre sur vie, cette fenêtre opaque, le regardait, plus qu'il ne l'observait. Pour se protéger, il décidait de ne pas se la représenter, de ne pas la nommer, de traverser les rues et les couloirs de la civité, en ne voyant pas plus loin que le bout de ses administrés. Ces jours-là, il décidait de n'être qu'à la contemplation de ce qu'il rencontrait, dans une sorte de fusion au monde qui lui retirait toute l'angoisse d'une absence. Il se ressourçait au regard des autres et collait aux réalités du pays. Ainsi, Raymondin acceptait l'opacité. Il avait 2 vies, 2 semainiers, cela lui convenait. C'était le prix de la démocratie. Donc là, il va y avoir évidemment un mais, etc., une bascule. Je vais couper des passages, mais la dramatisation de ce passage est très belle, en fait. Donc on a la scène d'espionnage, très très belle, mais très très dure. Voilà, page 94. Ému et rongé de culpabilité, Raymondin se cabrait de douleur, se demandait comment il avait pu soupçonner ainsi sa femme. Il arracha bien vite ses écouteurs, désinstalla en tremblant le logiciel espion, s'effondra en larmes, et sortit de la pièce retrouver Julien, qui l'insulta en des termes durs. Il avait rompu le secret, trahi Mélusine, cédé aux doutes les pires. Il était stupéfait qu'elle se transformât ainsi en une femme mi-animale, mi-écrivaine, une femme hybride qui lui était étrangère. Et il se demandait si cette vision le ravissait ou l'effrayait. Raymondin était accablé de remords et craignait de voir se réaliser le sort autrefois jeté. Hop, et donc là, on va vers une dispute qui est violente et que je vais éviter. Page suivante. Alors tout bascule. Raymondin ne suit plus exactement ce qui se dit. Là, on a les majuscules d'ailleurs qui reviennent. Raymondin il est déjà revenu là. Mais donc j'imagine que finalement la majuscule signale la fin d'une démocratie. Démocratie du couple. La fin d'une compréhension. Alors après quand c'est en début de phrase c'est moins parlant. Voilà. Mais c'était un peu avant page 93, Mélusine écrivait en secret, c'était récemment le sens de ses échappées. Il avait tant de désordre à réparer au dehors, tant à transformer et repenser, mais elle n'avait jamais le loisir de s'y consacrer. Pourtant, elle savait qu'elle était venue sur Terre pour réécrire un récit et le continuer, il lui fallait rester impassible et inventer des temporalités, ce qui est précisément une mise en abîme.
Elle ne devinait pas combien Raymondin, hop, minuscule, qui la surveillait dans la pièce d'à côté, était soulagé de l'avoir ainsi griffonné, de l'avoir seul face à des livres et des cahiers, même si c'était là une fille dont il ignorait tout. Pourquoi était-il rassuré? N'avait-il pas su deviner que Mélusine tissait quelques fils du grand récit, le biffait de toutes ses forces? N'avait-il pas voulu voir qu'elle s'isolait pour plonger jusqu'à la matrice de la langue, jusqu'au point de danger, pour pouvoir repenser les rouages de la société? Ignorait-il qu'elle s'exposait pour abriter la langue des autres en son sein, pour la protéger sous sa peau, pour faire exploser les grenades du contrôle généralisé au dehors, pour aimer ses prochains, leur permettre de parler autrement? Tac, 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 j'ai perdu ma ligne. Sur une terre aérée quand elle ne traçait pas les plans d'une nouvelle civilité. Boum. Finalement, une puissance de la littérature, hein. Hop. Alors tout bascula, Raymondin ne sut plus exactement ce qui se dit, son estomac se prépara à encaisser l'adversité. Mais Mélusine ne pouvait se voir ainsi soupçonner, ni savoir divulguer tous ses secrets, ni même voir poindre la moindre agressivité. Tout simplement, elle lui dit qu'elle le quittait. Un point, c'était tout. Il ne fallait pas argumenter, 3 mots dits. Il est pourtant difficile de savoir si ce furent là véritablement les dernières paroles qu'elle prononça. Raymondin tenta maintes fois de repasser la scène dans son esprit, mais les termes s'étaient à demi effacés de sa mémoire, tant il était sous le choc, et il fut dès lors incapable de la constituer, etc., etc. Et donc, finalement, là, moi, ce n'est pas l'assimilation de, on va dire, de la femme chimérique ou monstrueuse à la femme écrivaine qui m'a marquée, même si elle est quand même intéressante, mais ça c'est aussi un motif littéraire assez intéressant, mais courant de l'exceptionnalité de la femme écrivaine, de la femme auteure. Je vous renvoie bien sûr à La petite sœur de Balzac, de Christine Planté, qui est un ouvrage indépassable, essentiel. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose d'absolument fort et important, non pas dans cette figure de femme monstrueuse, mais dans le fait que cette femme que l'on a pu penser monstrueuse était en fait une écrivaine, mais que la monstruosité était cette espèce d'égoïsme, de secret, de dimension cachée, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de chambre à soi, et l'allusion à Woolf est explicite un peu plus loin dans le texte, d'un temps qui n'appartient qu'à elle, et qui va avec l'intransigeance non seulement du secret, de la confiance dévoilée, enfin de la trahison, mais aussi en fait la possibilité d'un accaparement de l'autre, notamment par la trahison et la divulgation du secret. Et ça a été quelque chose de très fort à la lecture pour moi. Bon, j'ai l'impression de paraphraser un peu le livre à ce niveau-là, mais qui, donc par l'invention de cette temporalité mentionnée dans les extraits que je viens de lire, montre comment la remotivation est un déplacement qui va révéler un sens qui était déjà là. Ou qui potentiellement était déjà là, qui n'est pas forcément de l'ordre d'une découverte de quelque chose que, oh là là, on n'aurait pas vu, mais qui est un sens que l'on invente et qui n'est pas forcément du côté de la rationalité. Et ça marche très très bien dans un récit qui est pas loin d'être une fable, mais qui n'a pas... qui ne joue pas trop le format de l'écriture du conte, et moi ça m'a plutôt plu parce que j'ai l'impression qu'on fait quand même souvent, enfin, qu'il y a beaucoup de réécritures comme ça qui sont complètement des contes, et puis moi je m'amuse pas toujours à lire des contes concrètement. Donc je vois tout l'intérêt du conte, les contes de Madame de Murat, etc. Mais je suis pas toujours complètement emballée par le format dans les faits. Ça m'a pas mal plu, et je vous dis à bientôt.